L'identification d'un besoin. Les objets techniques, ce sont ces objets conçus et fabriqués par l'homme pour répondre à tous nos besoins. Oui, c'est vrai, il y a quelquefois des besoins qui ne sont pas satisfaits. Et même après avoir cherché, on ne trouve pas toujours d'objets techniques qui répondent efficacement à ce besoin. On se trouve alors face à un problème technologique. L'analyse du problème technologique. La solution à ce problème passe par la conception d'un nouvel objet, un travail dédié à des spécialistes. Les gens de la conception, qu'ils soient designers, ingénieurs, architectes ou autres, sont des professionnels, toujours à l'affût de nouveaux problèmes technologiques à résoudre. Les concepteurs vont d'abord analyser le problème technologique. C'est la première étape de la phase de conception. Ils prennent connaissance du contexte et relèvent toutes les données du problème. Ils le formulent clairement, puis déduisent à partir de cette analyse la fonction que devra remplir l'objet technique. C'est aussi le temps d'identifier les conditions d'utilisation et de fabrication de l'objet. Il s'agit des critères que devra satisfaire l'objet technique. C'est sur la base de ces éléments que les concepteurs et le client vont se mettre d'accord et lancer le projet. Ces éléments sont réunis dans un document qu'on appelle le cahier des charges. C'est le document central de l'entente qui unit client et concepteur. L'étude de principe. Les concepteurs peuvent maintenant commencer à mettre à profit leur ingéniosité. Ils vont d'abord essayer de reproduire ou de visualiser la fonction que devra exécuter l'objet, de façon très rudimentaire au départ. C'est à ce moment qu'ils vont commencer à utiliser les langages technologiques. Les langages technologiques, ce sont des dessins réalisés dans le but de communiquer, expliquer et décrire des idées et des solutions. La première question à se poser est, selon quel principe l'objet va-t-il fonctionner? Oui, dans notre cas, il s'agira de principes mécaniques, car la fonction recherchée est d'appliquer une force mécanique sur un objet, c'est-à-dire appuyer sur un bout de papier pour le maintenir en place. Un autre problème aurait pu impliquer des principes électroniques, optiques, informatiques ou autres. Les concepteurs cherchent donc, parmi les principes de base de la mécanique, ceux qui pourraient être appliqués à l'objet. Notez que les concepteurs exécutent souvent leurs dessins à la main pour plus de rapidité, surtout au début du processus. C'est la technique du croquis. Pour faciliter la compréhension, ils utilisent des couleurs différentes pour distinguer chaque pièce et montrent l'intérieur de celle-ci sous forme de sections. Pour la même raison, ils ajoutent aussi toute information utile telle que les forces d'action, le nom des pièces et leurs mouvements, etc. Nous venons de décrire là les caractéristiques d'un schéma de principe. Un schéma, c'est une représentation simplifiée visant à faire comprendre. La schématisation, c'est un véritable langage d'échange entre les concepteurs. Parallèlement, les concepteurs analysent des objets existants, dont la fonction est similaire. Ça permet d'observer et de comprendre certains principes en action. Les concepteurs en arrivent ainsi à sélectionner le principe qui, en toute logique, permettra de remplir la fonction recherchée. C'est le principe retenu. L'étude de construction. L'étude de construction, c'est chercher à comprendre comment sera fait l'objet. En pratique, elle se fait souvent en même temps que l'étude de principe, mais ne le dit à personne. Comme de raison, plusieurs problèmes restent à résoudre. Les idées à débattre seront nombreuses. Les concepteurs passent d'un langage à un autre selon les besoins ou ce qu'ils ont à communiquer. À cette étape-ci, par exemple, au moment d'expliquer une solution d'ordre mécanique, l'un choisira de la représenter sous forme schématique. Au moment de mettre l'accent sur un détail d'assemblage, il exécutera un dessin technique rudimentaire, sous la forme d'un croquis.
Ou, pour donner un aperçu de l'apparence de l'objet, il choisira l'illustration. Bon, d'accord. Pour le moment, considérons seulement le schéma. Comme on l'a dit, c'est une représentation simplifiée visant à faire comprendre. Donc un schéma ne montre pas forcément l'apparence réelle d'un objet, mais réduit sa forme à l'essentiel. En conception, on peut distinguer deux types de schémas. Un schéma de principe montre le fonctionnement de l'objet. Par des symboles, il montre les caractéristiques générales, force d'action, mouvement, guidage et liaison entre les pièces. Tandis qu'un schéma de construction définit les solutions de construction, c'est-à-dire qu'il montre la forme des pièces, la façon dont elles sont liées entre elles, quelques-unes de leurs dimensions, et souvent même les matériaux à utiliser. Les solutions débattues entre concepteurs sont régulièrement soumises aux critères fixés au départ dans le cahier des charges. Si un critère n'est pas respecté, les concepteurs n'hésitent pas à retourner à la planche à dessin et à remettre en question certaines de leurs solutions. Et ce, jusqu'à avoir défini un objet répondant à l'ensemble des critères, c'est le concept préliminaire. Le prototypage. Une étape cruciale de la conception d'un objet technique est celle où on en fabrique les prototypes. Les prototypes, ce sont les premiers exemplaires d'un objet technique. Ils permettent de tester les solutions de construction, de vérifier que l'objet remplit bien sa fonction. D'ailleurs, les concepteurs réalisent souvent des prototypes en même temps qu'ils étudient principes et solutions de construction. Avant de fabriquer un premier prototype, les concepteurs vont dessiner avec précision chacune des pièces. Ils préparent des dessins techniques préliminaires. Un dessin technique définit de façon plus rigoureuse l'objet, avec des formes et dimensions précises, selon des conventions bien établies. Par exemple, les traits qui dessinent les contours visibles, les arêtes cachées, les lignes de cote, les lignes d'axe et autres, empruntent différentes formes et largeurs bien spécifiques. La précision et le niveau de détail de cette préparation dépendent de la complexité de l'objet. Par exemple, elle sera davantage détaillée si les concepteurs n'assurent pas eux-mêmes la fabrication du prototype. La préparation d'une marche à suivre peut même alors s'avérer nécessaire. Dans l'atelier, les concepteurs utilisent divers outils et machines pour fabriquer un premier prototype. La mise à l'essai permet de confirmer que l'objet qu'il est nécessaire de revoir certains principes ou solutions de construction et de fabriquer un second prototype. En fait, on fabriquera autant de prototypes que nécessaire jusqu'à obtenir un prototype pleinement fonctionnel, le prototype final. La validation du concept. Il est maintenant temps de faire valider par le client les solutions trouvées par les concepteurs. Ces derniers vont préparer des dessins soignés pour aider le client à bien comprendre le concept préliminaire. Il s'agit généralement d'illustrations réalistes, appelées rendues, qu'ils accompagnent parfois de schémas. Une illustration vise à donner un aperçu visuellement réaliste de l'objet. On cherche à donner une idée de son apparence, sa texture, sa teinte, son style, son esthétique. Le client prend connaissance des solutions proposées par les concepteurs. En cas de désaccord, ils devront revoir leur concept. Si le client est satisfait de l'ensemble des solutions présentées, le concept est validé. L'élaboration des dessins techniques finaux. L'expérimentation, qui a été faite à partir des prototypes, aura permis de préciser la forme de l'objet dans ses moindres détails. Les dessins techniques finaux seront réalisés à la lumière de cette expérimentation. C'est à partir de ceux-ci qu'on pourra fabriquer l'objet en série, lancer sa production. Le dessinateur doit faire preuve de beaucoup de rigueur et de savoir-faire. Ses compétences vont lui permettre de représenter l'objet sans ambiguïté, sous toutes ses facettes. Il représentera généralement l'objet et ses pièces selon des vues complémentaires, vue de face, de dessus, de droite, de gauche, arrière et de dessous. Ce type de représentation est appelé projection orthogonale à vue multiple. Nous verrons d'autres types de projections un peu plus loin. Les pièces sont identifiées dans la nomenclature, les dimensions précisées par les cotes. Des dessins montreront l'objet en entier, composé de toutes ses pièces. Il s'agit alors de dessins d'ensemble.
Quand un objet est très complexe, on réalise parfois aussi des dessins de sous-ensembles. D'autres dessins ne montreront qu'une seule pièce ou partie de l'objet. Ce sont des dessins de détail. Ils peuvent aussi montrer en une seule vue toutes les pièces désassemblées. C'est une vue éclatée. Ou encore, montrer l'intérieur d'une pièce. On dit une vue en coupe. Enfin, chaque dessin est clairement identifié et numéroté comme faisant partie d'un ensemble dans une case réservée à cet effet, le cartouche. Comme nous le voyons, de nos jours, les dessinateurs utilisent des logiciels informatiques pour réaliser les dessins techniques. Dans certains cas, ils peuvent même dresser un modèle tridimensionnel qui sera directement interprété par les machines qui fabriqueront l'objet. C'est fou! Mais ne confondons pas les modèles 3D de la conception assistée par ordinateur au dessin 3D ou projection, qui sont des façons de représenter des volumes sur papier ou à l'écran. Voyons plutôt. Par un dessin, on peut représenter les volumes de diverses façons. À l'aide d'une projection avec point de fuite ou perspective. C'est une représentation réaliste, utile pour faire comprendre l'aspect général de l'objet. En revanche, elle n'est pas très pratique sur le plan technique. Avec une projection axonométrique, on met de côté la perspective et on utilise des traits parallèles, placés à angle précis, pratique pour juger des dimensions de l'objet. En projection oblique, plus facile à exécuter, la face avant est montrée de face, et les côtés selon des lignes parallèles obliques. La face avant est directement mesurable. Enfin, les projections orthogonales à vue multiple, la façon offrant le plus d'informations techniques pour représenter l'objet. C'est pourquoi on l'utilise pour sa fabrication, comme nous l'avons vu. Après avoir été soumis au bureau des méthodes, c'est le bureau chargé de l'étude de fabrication dans une industrie, la première étape de la phase de production. Les dessins sont revus, corrigés, souvent plusieurs fois. Puis ils sont accompagnés de documents qui dictent, étape par étape, la marche à suivre pour fabriquer et assembler l'objet. Ces documents sont appelés gamme de fabrication et gamme de montage. Le tout est rassemblé pour former ce qu'on appelle le dossier technique. L'objet technique, pendant sa durée de vie, c'est-à-dire entre le point de départ, l'identification d'un besoin, et le point d'arrivée, le recyclage ou la mise au rebut de l'objet, passera par plusieurs phases. Comme nous l'avons vu, il y aura d'abord une phase de conception et une phase de production, qui seront suivies par les phases de mise en marché puis de mise en service. Chacune de ces phases comporte des étapes à l'intérieur desquelles les langages technologiques sont d'une grande aide pour assurer la description de l'objet à travers son évolution. Revoyons rapidement le type de langage associé à chaque étape. Enfin, les langages technologiques servent également lorsqu'on analyse un objet technique, c'est-à-dire pour expliquer à quoi il sert, comment il fonctionne, comment il est construit, comment on le fabrique en série ou comment on le répare. C'est grâce au langage technologique que clients, concepteurs, dessinateurs et industriels peuvent se comprendre et mener à bien la création de nouveaux objets techniques.